Oh, tiens, ça a été quelque chose. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde a intégré le webinaire? Bonjour, oui. Bonjour, oui. Bonjour. C'est bon, Blandine? J'ai fait rentrer toutes les personnes de la salle d'attente, mais donc Très on bien. attend encore quelques participants, je pense. Oui, il est juste 13h30, effectivement. Bon. Ce que je vous propose, c'est que nous démarrions. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour donc nous informer, vous informer sur une opportunité qui est le salon Rebuild Ukraine et également obtenir un peu plus d'informations au global sur la manière de pouvoir accompagner les collectivités ukrainiennes dans le cadre de ce salon, mais plus globalement comprendre comment les choses se passent. Donc, je vous remercie pour vous être connectés. Globalement, vous l'avez eu dans vos emails, hein, mais voici le déroulé donc des intervenants. Nous allons commencer par Romain Destieux de Business France sur le contexte des affaires en Ukraine. Ensuite, Élise Beignot du ministère des Affaires étrangères qui nous présentera le fonds Ukraine. Puis le salon lui-même vous sera présenté donc, et tout de suite la manière dont la région Auvergne-Rhône-Alpes se propose de vous y accompagner cette année. Et puis nous terminerons le webinaire par le témoignage d'une entreprise, Prodeval, de notre région, qui a déjà exposé sur ce salon, à qui vous pourrez également poser des questions. En termes de fonctionnement, ce que je vous propose, c'est de mettre vos questions dans le chat. Et après chacune des interventions, si vous le souhaitez, nous pourrons les prendre au fur et à mesure. Donc ma collègue Blandine et ma collègue Marie sont en backup pour faire remonter les questions et pour l'intervenant que ça concerne. Le webinaire va être enregistré. Donc, il vous sera envoyé après. Vous pouvez également voilà, nous reposer des questions, bien entendu. Toutes les personnes qui sont ici autour de la table sont là pour vous informer. Donc, je me présente, je suis Joëlle Seu, je suis la responsable du volet international de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, c'est l'agence de développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a été créée pour accompagner les entreprises industrielles de la région à se développer, et ce sur plusieurs métiers. Donc notamment l'investissement productif, la relocalisation, l'emploi-formation, l'innovation, mais également, et c'est le cas aujourd'hui, sur le volet international. Sur ce volet international, nous travaillons évidemment main dans la main avec la Team France Export, représentée au sein de ce webinaire par Business France, mais vous avez également tous les collègues en région, notamment des chambres consulaires, de BPI, etc., qui sont également là pour vous aider, notamment dans la préparation de ces missions. Je vous ai indiqué ici, puisque l'agence organise de plusieurs missions régionales par an, il nous en reste 4 pour cette fin d'année, donc l'Irlande, le Texas, l'Ontario et le CES de Las Vegas tout début janvier. Pour information, voilà, je vous le livre, c'est pas notre sujet du jour, mais si ces missions vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vais désormais passer la parole à Romain Destieux de Business France pour le contexte des affaires en Ukraine. Romain, la parole est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors merci déjà de vous être inscrits et connectés. Et merci à la région Rhône-Alpes d'avoir organisé ce séminaire. Je vais me présenter rapidement avant d'aller un peu plus dans le détail de ce qui nous intéresse aujourd'hui pour présenter notre bureau. Donc Business France en Ukraine, c'est 4 personnes. Vous avez ma collègue Alexandra Herriou qui interviendra un peu plus tard aujourd'hui, et nous avons 2 autres collaboratrices
Donc vous avez la moitié du bureau avec vous, nous sommes 4, ce qui fait une petite équipe vu toute l'activité que nous avons. Le bureau est genre, je revois quelques têtes connues, mais pas beaucoup. Je vois Xavier Bernard, mais la plupart d'entre vous, je n'ai jamais été en contact avec vous, et c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que ça continue à mobiliser des nouvelles sociétés. J'ai rejoint le bureau de Business France il y a 2 ans et demi. Donc nous sommes basés à l'ambassade de France à Kiev, en Ukraine. Je fais partie du dispositif, j'ai une slide un petit peu après pour ça. Mais à titre personnel, ça fait 15 ans que je suis en Ukraine et j'étais de votre côté avant ça, puisque j'étais chef d'entreprise dans l'agriculture en Ukraine pour un semencier français du sud-ouest de la France. Ce que j'essaie, mais aussi avec mon équipe, systématiquement de se mettre à votre place. Voilà. Et on sait que la thématique Ukraine interroge beaucoup, et il y a des choses très pratico-pratiques. Donc avant, dans le détail, je vais peut-être, Joël, aller directement sur la slide, sur les contraintes logistiques, parce que pour les gens qui ne sont pas encore venus ici, c'est quand même l'une des conditions sine qua non pour arriver à faire du business avec l'Ukraine. À un moment donné, il faut venir. Donc, j'essaye d'être bon dans l'accompagnement des entreprises. Je suis un peu moins bon en graphiste, mais j'ai essayé d'être assez explicite. Alors, j'ai fait partir de Paris parce que c'était plus simple, mais il faut 24 heures à l'aller et 24 heures au retour pour arriver jusqu'à Kiev. En partant de Lyon, ça faisait un schéma un peu plus compliqué. Je l'ai fait aussi récemment. Il y a quelques fois des vols directs sur Varsovie. Sinon, ça peut être 2 avions pour aller jusqu'à Rzeszów. Donc on peut le faire en 24 heures, mais c'est plutôt 30 heures de déplacement. Donc c'est long pour venir en Ukraine. Et c'est une barrière à l'entrée aussi par rapport aux autres sociétés, enfin pour tout le monde. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Comme l'espace aérien est fermé à cause des drones ou des missiles russes, il faut venir par le train, en passant soit par Varsovie, soit par Cracovie. Il y a d'autres options en passant par la Moldavie, mais tout ça pour vous dire que c'est un peu long. Voilà. Ce qui fait, vous allez voir aussi l'intérêt du forum, parce que vous n'avez qu'à aller à Varsovie. Donc là, ce sont les Ukrainiens qui se déplacent. Sur l'aspect sécuritaire, et vous êtes exposé aux nouvelles, nous avons en 2025, mais c'était le cas précédemment, mais nous avons un nombre d'attaques importantes sur le territoire, dont la capitale. Et le conseil aux voyageurs sur le site du ministère des Affaires étrangères est de ne pas venir en Ukraine. La carte est rouge. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas venir? Non, ça veut dire qu'il est déconseillé pour venir, sauf si vous avez des raisons importantes d'y aller. En 2022 et 2023, on avait très peu de déplacements d'entreprise. Depuis l'année dernière, nous accueillons des délégations ici, et ça se passe bien. Il y a des mesures de sécurité à suivre. On vous prend en charge. Mais la règle de base, c'est que quand vous avez une alerte avec un risque de jugé élevé par le service de son ambassade, en fait c'est une équipe du GIGN qui est ici présente qui gère ça, il faut aller aux abris. Les entreprises vont dans des hôtels où il y a des abris, et nous à l'ambassade ici on a un abri. Ça arrive relativement rarement, mais il faut le faire. Par contre, un point juridique important, si vous venez ici, ça engage votre responsabilité ou celle de votre employeur. En aucun cas celle de Business France ou de la région Rhône-Alpes. Et donc, moi j'étais côté employeur il y a une dizaine d'années quand la guerre a commencé en 2014, et j'ai été confronté à ça. Ça peut faire peur, ça peut créer des inquiétudes au niveau de vos proches, et donc il faut avant tout quand même bien avoir en tête que si vous voulez faire des affaires en Ukraine, à un moment donné,
il y a des exceptions, hein, mais il faut pouvoir se déplacer en Ukraine. Voilà, je voulais quand même évoquer ce point-là en préambule, parce que vous êtes beaucoup, a priori n'être pas encore venu ici. Alors là, j'ai expliqué le comment et quelques risques. Maintenant, je vais développer le pourquoi. On reviendra vers vous. Je pense qu'il y a une liste avec la source des slides de cette présentation. Nous avons publié un livre blanc sur la reconstruction de l'Ukraine. J'en reprends quelques éléments. Mais pour vous donner un ordre d'idée de ce qui devrait être fait et ce qui est déjà fait. Sur les besoins en termes de reconstruction, on est au-delà de 500 milliards. Donc ces 500 milliards sont liés soit à des destructions totales ou partielles de sites en Ukraine, soit également à la nécessité de remettre aux normes ce qui a été détruit. Donc un actif qui avait une certaine valeur, pour le reconstruire au niveau des normes européennes, c'est un chantier encore plus important. Donc il y a deux angles, il y a reconstruire, mais reconstruire différemment et construire vers l'Union européenne. Et j'insiste sur ce dernier point, parce que c'est souvent là où les sociétés françaises ont des atouts à faire valoir et que des partenaires ukrainiens sont en recherche de ces savoir-faire. Vous voyez les principaux lieux de destruction sont situés sur les régions. En ukrainien, région se dit oblast, donc vous entendrez peut-être ce mot à plusieurs reprises. Donc un oblast, c'est comme pour la région Rhône-Alpes, c'est son équivalent. Mais en fait, ça s'étend sur les besoins sur tout le territoire, parce qu'il y a notamment des relocalisations de partenaires industriels, ou pas que, ukrainiens. Et donc toute la carte qui est en blanche ici, avec Lviv, qui est la capitale de l'ouest de l'Ukraine, c'est un terreau aussi d'opportunités d'affaires pour des sociétés françaises. Et alors, le chiffre que j'aime bien, vous voyez, c'est les 13 milliards de dollars qui ont déjà été engagés en 2024. On a souvent la question, est-ce que ça a déjà commencé? Oui, ça a déjà commencé. Il y a un chiffre, c'est 13 milliards l'année dernière. Cette année, c'est évalué à 17 milliards. C'est pas suffisant, mais c'est déjà conséquent. Et donc, il y a en tout cas de la place pour des sociétés françaises pour y participer. Sur le slide suivant, je vais décliner un petit peu par secteur, si on peut. Voilà. Au niveau infrastructure et logement, il y a eu, c'est essentiellement soit des infrastructures qui ont été détruites, donc soit de transport, des ponts, ou plus récemment, par exemple, il y a un train, des trains qui ont été entiers, qui ont été visés. Mais il y a aussi des besoins importants pour des logements, notamment pour les réfugiés internes, c'est-à-dire que les gens qui habitaient dans les zones de front, qui malheureusement sont pour certaines actuellement occupées par les Russes, ils ont besoin d'être relogés, ce qui crée ces besoins de nouveaux logements. Et vous voyez le nombre de projets qui ont été initiés et qui sont en cours. Sur l'énergie, et alors, si j'ai bien suivi, je crois notamment il y a une société qui fait des pylônes en acier à structure de treillis. J'ai trouvé que c'était une belle société. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a eu beaucoup de destruction, essentiellement sur les centrales thermiques. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'Ukraine a une stratégie énergétique, un mix énergétique très similaire à celui de la France. Donc c'est une base du nucléaire forte et du développement des énergies renouvelables pour, in fine, être un exportateur d'énergie nette, avec, sur la spécificité de la guerre,
beaucoup de projets pour accroître le nombre de gigawattheures qui peut être importé ou exporté en fonction des besoins à un instant T. Donc beaucoup de projets à ce niveau-là qui pourraient peut-être vous intéresser. Et sur le nucléaire aussi, j'ai eu la chance avec mes collègues du service économique de me rendre sur une centrale nucléaire récemment. Nous avons des partenariats, il y avait des partenariats historiques entre EDF et l'acteur, l'homologue d'EDF en Ukraine. On est historiquement plutôt sur la technologie soviétique, donc avec beaucoup de technologies qui sont aujourd'hui russes, et une volonté d'aller vers l'Europe et donc d'intégrer des solutions européennes sur lesquelles la France est très bien positionnée. Sur le slide suivant, avec l'agriculture et la santé. Alors, je tiens à préciser, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques sociétés sur ces secteurs-là. Ce ne sont pas des secteurs couverts par le salon Rebuild Ukraine de novembre, qui est énergie et construction. Alexandra en parlera après. Mais l'agriculture reste l'un des secteurs les plus porteurs en Ukraine. C'est ça qui fait rentrer des devises. Et donc le terme grenier à blé de l'Europe est toujours d'une certaine façon d'actualité. Alors c'est plus l'Europe, c'est même plutôt le monde, parce qu'il y a beaucoup de destinations en Afrique ou en Asie, en plus de l'Europe. Et c'est une source d'opportunité, notamment sur tous les fournisseurs des agriculteurs. Sur la santé, c'est un secteur qui a été très touché par les attaques, et aussi sur lequel les infrastructures vieillissantes qui avaient été héritées de l'URSS ont besoin d'être mises aux normes européennes. Et là aussi, on a une compétence certaine qui s'est traduite par déjà pas mal de contrats, et je pense que Élise Beignot aura peut-être l'occasion de l'évoquer dans le cadre du fonds d'aide civile. Donc voilà pour le description qui reste très générique. Donc ça, c'est le pourquoi. On a vu le comment d'un point de vue, je dirais, logistique. Et je voulais vous parler des acteurs qui sont présents en Ukraine, les acteurs publics qui sont présents en Ukraine, en plus de Business France, bien entendu, et qui sont là pour vous accompagner à différentes étapes potentiellement de votre déploiement. Nous, à Business France, on est en lien avec tous les acteurs. On essaie de faire les connexions quand elles sont pertinentes, et surtout de vous préparer à faire appel à nos collègues soit d'autres ministères ou d'autres opérateurs comme l'AFD et Expertise France. Donc, nous travaillons avec le service économique. Nous sommes au même étage à l'ambassade, et le service économique est là pour déployer les outils de financement de l'État. C'est Élise qui en parlera aujourd'hui, parce que nous avons aussi une spécificité en lien avec l'Ukraine, c'est les équipes nous avons un envoyé spécial, Pierre Elbron. Élise fait partie de ces équipes, donc c'est interministériel, logé au ministère des Affaires étrangères, et qui un petit peu fait ce travail-là depuis Paris, et présent depuis plus d'1 an. Nous avons le groupe AFD. Donc AFD, c'est l'opérateur qui va venir financer essentiellement des projets d'infrastructure au sens large. Ça peut être des infrastructures dans la santé, des infrastructures dans la mobilité, dans l'eau, en venant prêter de l'argent aux municipalités ukrainiennes, et avec aussi des poches de dons pour que ces projets voient le jour. Donc vous imaginez, si vous êtes des villes comme l'équivalent de Saint-Étienne, par exemple, qui pourrait être Kryvyi Rih en Ukraine, va, pour refaire son réseau d'eau, s'adresser à l'AFD qui va venir financer, sur une aide qui historiquement est
et non liées, c'est-à-dire que l'AFD n'avait pas l'obligation de sélectionner uniquement des entreprises françaises, mais on fait tout pour qu'il y ait un maximum d'entreprises françaises dans ces projets-là. Expertise France, qui fait partie du groupe AFD, déploie des experts français en Ukraine au sein essentiellement, mais pas que, des ministères ukrainiens avec des projets pour accompagner les Ukrainiens dans les réformes de la justice, dans les réformes de la santé, avec un programme de plus de 18 millions d'euros d'accompagnement. C'est un projet qui s'appelle Appui, donc qui peut intéresser les entreprises du secteur présentes aujourd'hui. Nous avons aussi ce qu'ils ont appelé une facilité qui s'appelle Maïdan, comme la place principale ici, pour les accompagner sur la gestion de la stratégie des collectivités. Comment développer ou venir monter en capacité les équivalents de nos collègues de la région Rhône-Alpes qui sont avec nous aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'autres projets et c'est des relais importants, notamment parce qu'ils sont au contact d'experts de différents ministères et donc de vos secteurs respectifs. Et enfin, nous avons, alors c'est du parapublic, mais ils sont une mission de service public, les conseillers du commerce extérieur, dont je faisais partie avant ma prise de poste, qui sont des relais, donc ce sont des patrons d'entreprises qui sont présentes en Ukraine. On a une présence historique très intéressante et relativement forte dans l'agriculture, dans les banques, on a la BNP et le Crédit Agricole qui sont présents, et dans le retail, mais sur les autres secteurs, voilà, on a besoin et on a des nouvelles arrivées pour structurer tout ça. Voilà, je vais laisser la parole à Élise et je suis à votre disposition pour toute question. Peut-être, est-ce qu'on a dans le chat des questions sur cette première partie de la présentation, Blandine? Non, pas de questions pour l'instant. Pas de questions. Eh ben, c'est parfait, tu as été très très claire visiblement. Donc Élise, la parole est à vous. Bonjour à tous et merci beaucoup de l'invitation pour présenter un petit peu ce qu'on fait dans l'équipe de l'envoyé spécial, donc Pierre Heilbronn, qui a été nommé en mars 2023 sur l'aide et la reconstruction de l'Ukraine. Je pense que Romain, tu as été très complet et je ne vais pas avoir énormément de choses à rajouter, mais peut-être je vais faire une présentation en deux parties. Déjà un sur le contexte et puis un sur les outils qu'on a à disposition des entreprises en tant qu'équipe France. Alors pour vous présenter un petit peu notre équipe, donc l'envoyé spécial a un mandat qui est articulé autour de 3 points principaux. Le premier point, c'est la coordination des ministères pour élaborer la stratégie française en matière de soutien à l'Ukraine. Et pour cela, on travaille avec tous les ministères, mais aussi de manière plus générale avec tous les acteurs publics. La deuxième mission, c'est la représentation de la France au sein des instances internationales, notamment les instances à Bruxelles ou dans le cadre de la plateforme UDP, Ukraine Donor Platform. Et le troisième volet, c'est la mobilisation des entreprises. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que nous étions venus dans la région Aura en juin dernier. Et nous avions été accueillis par les services de la région pour présenter les outils et les opportunités dans le cadre de la reconstruction de l'Ukraine. Comme Romain le disait tout à l'heure, on travaille vraiment en équipe France. Alors, il y a les différents ministères, il y a également l'ambassade, le service économique, les opérateurs Business France, PPI, la CCIFU, l'AFD. Il y a également un réseau d'experts techniques internationaux déployés par Expertise France au sein des différents ministères ukrainiens. La première question qui peut se poser quand on parle de la reconstruction de l'Ukraine, c'est la suivante, c'est pourquoi parler de reconstruction alors que l'Ukraine est toujours en guerre? Et c'est une question qui est régulièrement posée
Et c'est une très bonne question. La réponse, elle est, elle est simple. L'activité économique en Ukraine continue. Les écoles sont ouvertes, les services publics sont ouverts, les magasins sont ouverts, les entreprises fonctionnent. Et je pense que ça, c'est un point qui est important de souligner par rapport à ce que Romain disait tout à l'heure, entre la perception qu'on peut avoir de l'Ukraine en France par rapport aux informations qu'on a via les différents médias et la réalité sur place quand on se rend sur place. Et pour en avoir discuté avec des entreprises qui ne connaissaient pas l'Ukraine et qui se sont rendues en Ukraine, c'est toujours une des premières informations qu'on peut avoir dans leur rapport d'étonnement, c'est cet écart très, très important entre la perception et la situation. Comme le disait Romain tout à l'heure, les besoins en matière de reconstruction sont énormes. Ils sont évalués aujourd'hui à plus de 500 milliards d'euros. C'est une évaluation, alors je dis aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait aujourd'hui, parce que c'est un rapport qui date de février 2025, un rapport de la Banque mondiale qui est mis à jour chaque année et dont le montant est malheureusement également revu à la hausse chaque année. Et dans ce cadre-là, les entreprises et les entreprises françaises ont un rôle qui est crucial à jouer. Et je dirais qu'il y a deux temporalités. La première temporalité, c'est aider l'Ukraine à se reconstruire à court terme, une résilience à court terme pour reconstruire un pont qui a été détruit, par exemple, pour reconstruire des infrastructures qui ont été détruites et dans une temporalité qui est rapide. La deuxième temporalité, c'est l'horizon, un horizon qui est plus lointain et qui est celui de l'appartenance à l'Union européenne. L'Ukraine est candidate pour rejoindre l'Union européenne et ça va de pair avec le rehaussement des standards, des normes. Et dans ce cadre-là, les entreprises françaises ont un rôle qui est important à jouer parce que c'est reconstruire, oui, mais c'est reconstruire pas à l'identique, c'est reconstruire mieux et avec les normes européennes. Peut-être que vous le savez, mais la France est bien positionnée dans la reconstruction de l'Ukraine. On a une présence historique qui est forte. Nos entreprises françaises sont le premier employeur étranger. Il y a l'activité, donc comme je disais tout à l'heure, qui continue et des entreprises qui continuent d'étendre leurs activités, qui ouvrent de nouveaux sites. Donc ça ouvre des perspectives long terme pour l'Ukraine. Il y a également des investissements qui sont faits, des investissements majeurs. Un des exemples significatifs, c'est l'investissement de Xavier Niel, qui a été réalisé dans le secteur des télécoms. Ça montre que le marché de l'Ukraine, c'est un marché qui est audacieux, certes, mais qui est aussi très prometteur. L'autre avantage également, c'est, et je pense que c'est un point qui est important de le souligner, c'est qu'en Ukraine, il y a une main-d'œuvre qui est extrêmement qualifiée dans des secteurs de pointe. Je pense notamment au secteur du numérique. Et d'ailleurs, il y aura un forum qui se tiendra à la fin du mois dans la ville de Lviv, consacré au secteur tech, secteur numérique et à l'intelligence artificielle également. Donc ça, c'était pour vous dresser un petit peu le contexte et le panorama de notre action. Et de manière plus concrète, donc on a développé depuis quelques années maintenant, je dirais, une boîte à outils pour faciliter les projets de reconstruction en Ukraine. Alors, il y avait déjà des outils qui existaient, qui ont été étendus et d'autres qui ont été
spécifiquement créés, comme le font Ukraine. Donc, dans les outils qui existent, il y a des outils d'assurance, l'assurance risque de guerre qui est mise en œuvre par BPI. Donc ça, c'est une couverture à hauteur de 97,5%. Il y a également des outils de financement donc, classiques qui sont ouverts sur tous les pays en voie de développement qui sont instruits et mis en œuvre par la Direction générale du Trésor. Premièrement, ce sont les prêts concessionnels du Trésor pour des projets qui sont généralement compris entre 10 millions et 50 millions. Il y en a eu 2 pour l'Ukraine depuis le début de Bonjour maître, la guerre. comment allez-vous? Alors, vous êtes installé dans vos nouveaux bureaux? Excusez-moi, je pense que quelqu'un d'entre vous n'a pas coupé son micro. Je vous remercie de le faire pour ne pas polluer le webinaire. Merci beaucoup. Donc, je disais, dans le cadre des prêts concessionnels, il y en a 2 qui ont été, enfin plusieurs, non, pas de plusieurs qui ont été octroyés, mais dans 2 secteurs, dans le secteur des transports et dans le secteur de la santé notamment. Il y a également les outils qu'on appelle dans notre jargon les FASEP. Donc, ce sont des dons, généralement compris entre 100 000 € et 800 000 € pour soit financer des études de faisabilité ou soit financer ce qu'on appelle des démonstrateurs de technologies innovantes. Ce sont pour des financements pour des technologies qui ont déjà été éprouvées. Donc, ça n'a pas vocation à financer de la R&D, mais c'est pour tester une solution. L'outil spécifique qu'on a mis en place pour l'Ukraine et qui a été officialisé en juin 2024, c'est le fonds d'aide bilatérale au secteur critique. C'est un fonds de 200 millions d'euros qui a été annoncé l'année dernière pour financer des projets de reconstruction donc dans les secteurs critiques, mais secteurs critiques au sens large avec plusieurs secteurs, notamment l'énergie, les transports, l'eau, la santé, le déminage civil. Dans le cadre de ce fonds-là, il y a eu énormément de propositions qui ont été soumises. Nous avions une enveloppe de 200 millions d'euros et il y a eu presque 800 millions d'euros de projets présentés. Il y a eu une première préinstruction des projets qui a été réalisée par la Direction générale du Trésor pour voir si les projets qui étaient présentés correspondaient bien aux critères qui avaient été mis en œuvre, à savoir est-ce qu'il y avait bien 50% de part française, donc 50% de la valeur ajoutée produite en France, et est-ce qu'il y avait bien également un bénéficiaire public. S'agissant d'un outil d'aide publique au développement, les projets bénéficient soit à un ministère, soit à une collectivité, mais il faut que ce soit une entité publique. Il y a eu 19 projets qui sont portés par 17 entreprises françaises. Ce sont les Ukrainiens, les autorités ukrainiennes qui ont choisi ces projets selon leur propre comitologie à partir de la liste qui avait été présentée par la France et avec la liste des projets qui correspondaient bien donc aux critères qui avaient été définis. Donc beaucoup de projets dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la santé également. Quelques projets dans le secteur des déminages, de la sécurité, de l'eau, des transports, dans le secteur des transports.
ces projets ont été annoncés et sont publics. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la liste sur Internet, ont été annoncés en mars dernier en France, en présence de Yulia Sviridenko, qui était la ministre de l'économie et qui est devenue la première ministre ukrainienne et qui avait souligné dans les messages qu'elle avait fait passer, et je le dis aujourd'hui parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les entreprises de savoir. Ce qu'elle disait, c'est que les entreprises qui bénéficiaient du fonds sont des entreprises qui sont maintenant qui sont en Ukraine et qui sont bien identifiées dans le paysage ukrainien. Et elle parlait vraiment d'avantages comparatifs par rapport à d'autres entreprises, d'autres pays qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas pris forcément autant d'avance que les entreprises françaises. Voilà, dans la région, d'ailleurs dans la région Aura, aussi voilà, saluer les 3 entreprises qui ont des sites de production, notamment au secteur de l'énergie et de la santé. Voilà ce que je pouvais dire sur le premier fonds. Alors maintenant, on est en train de réfléchir à la suite, un fonds 2.0. C'est un fonds qui a été annoncé lors de la visite à Paris de l'ancien Premier ministre ukrainien, avec les mêmes principes que le premier fonds. Il y a encore beaucoup de discussions sur la forme qu'il pourrait prendre. Alors, ça sera certainement, alors en termes de gouvernance, il reprendra les grands principes. Après, en termes de montant, ça sera très certainement un montant qui sera différent du premier fonds. Et également en termes de structuration de projet, puisque l'idée, c'est maintenant qu'on a mis le pied à l'étrier pour des entreprises françaises avec un financement qui était 100% en dons, ça serait d'appuyer, de soutenir les entreprises, mais pour autant ne pas avoir 100% de dons, mais intégrer des cofinancements. Cofinancement au sens large, ça pourrait être des cofinancements venant des bailleurs internationaux, des cofinancements venant des collectivités territoriales, un cofinancement qui peut être aussi l'acheteur ukrainien, un cofinancement, on peut aussi imaginer avec une partie des entreprises elles-mêmes. Enfin, voilà. Donc avec différentes possibilités. Mais je vous en parle et je pense que c'est important même si le fonds n'est pas encore officiellement créé et qu'on attend le vote en loi de finances pour 2026, mais pour autant, je pense que c'est important de se préparer à la suite et puis aussi de réfléchir, de commencer à réfléchir à des projets, sachant que voilà, ce fonds a été annoncé donc pour le moyen terme, mais ça donne déjà des idées et des perspectives de projets. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Élise. Pour y répondre. Est-ce que dans le chat, nous avons des questions pour Élise Beignot? Pas pour l'instant. D'accord. Alors, moi, j'en ai quelques-unes. Du coup, est-ce que le premier fonds a été utilisé dans son intégralité ou est-ce que les entreprises aujourd'hui peuvent encore y prétendre? Donc, c'est ma première question. Tu as cité tout à l'heure qu'il y avait 3 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes qui en ont bénéficié. Si tu pouvais nous les citer, ça donne aussi des idées, ça permet aux entreprises de s'en parler. Et pour le nouveau fonds, donc on a bien compris 2026, on attend la loi de finances. Y aura-t-il des secteurs spécifiques ou différents ou on reste sur les mêmes secteurs que le premier? Merci beaucoup pour ces 3 questions. Alors sur le premier fonds, il a été intégralement
consommé, donc il n'est plus ouvert. Les projets sont actuellement en cours de déploiement, les 19 projets. Donc voilà, donc c'était pour répondre à la première question. Sur la deuxième, donc quand je citais les 3 entreprises, donc ce sont des entreprises qui ont des sites de production dans la région. Alors première entreprise, l'entreprise de Saint-Étienne, à Saint-Étienne, dans l'équipement médical que nous avions d'ailleurs visité avec Pierre Heilbronn lors de notre venue dans la région. Donc les deux autres entreprises qui ont des sites de production dans la région, je pensais à Schneider Electric et à Givernova. Sur maintenant la suite, sur le fonds 2.0, l'idée n'est pas de restreindre la typologie de secteur, mais bien de rester large pour ne pas exclure des secteurs qui aujourd'hui ne sont pas forcément prioritaires et qui pourraient le devenir. Donc on restera bien sur les mêmes secteurs que le premier fonds, à savoir énergie, transport, eau, assainissement, numérique, agriculture, etc. Il n'y a pas d'exclusion ni de restriction dans le champ civil en tout cas. Merci beaucoup, Élise. Toujours pas de questions complémentaires dans le chat? J'en profite juste pour poser, est-ce que vous pourriez préciser encore une fois le nom de la 3e entreprise? On a entendu Nova, mais pas les débuts du nom. Excusez-nous. Givernova, qui a un site de production. D'accord. Savoie. D'accord. Merci. Donc, je vais passer la parole à Alexandra. On a juste un Business petit... France. Joël, pardon, il y a Cyril Rousseau de Reflex Time qui voudrait nous poser une question. Oui, bonjour, j'étais en train de l'écrire, effectivement, c'est Cynthia Rousseau de la société Reflex Time, pas de souci. J'étais en train de me poser la question, justement, j'aimerais savoir si les besoins ont déjà été identifiés suivant les différents secteurs d'activité. Je précise, donc j'ai une entreprise dans le secteur de la santé, on connaît bien de Saint-Étienne, on sait où ils se sont positionnés. Par exemple, nous, on vient d'un point de vue complémentaire sur la réhabilitation, sur les personnes en perte d'autonomie. Donc, je voulais savoir si sur les différents secteurs, il y a des précisions qui sont apportées sur les besoins réellement identifiés par l'Ukraine. Je vais peut-être prendre cette question. Nous, on essaie de coller au plus près des besoins. Donc là, on est dans un exercice collectif, donc on reste vague parce que vous êtes tous de secteurs différents. On commence à avoir quand même une présence importante, et notamment dans la santé. On est de nombreux acteurs, donc on n'a pas tout le temps les besoins sur étagère, mais on est capable très très rapidement d'aller chercher de l'information, de la restituer. Soit c'est déjà existant, soit ça passe par un travail pour aller chercher en fonction des niches sur lesquelles chaque société en fait peut se positionner. Il y a les besoins, et ce qui est important, quels que soient les secteurs, c'est aussi quelles sont les modalités de financement. Élise vient d'en évoquer, et là aussi c'est du cas par cas. Et sur la santé, qui est un secteur particulier, c'est encore plus particulier, je dirais. Ce qu'il faut bien avoir en tête, quelle que soit votre solution, c'est qui va vous payer ou quel est le client vraiment final de votre solution. Quand on est sur la santé, généralement, il n'y en a qu'un client final, c'est un citoyen ukrainien et donc un contributeur fiscal ukrainien. Donc, soit ça passe via des structures collectives, soit c'est un individuel et via les structures privées. Donc là, il faut aller vraiment dans le détail et on est en capacité généralement d'y répondre. Nous avons encore 2 questions. Je me permets du coup. Ah, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez correctement? Oui. Oui. Alors, donc, il y a une question.
Pardon, il y a une question sur la carte. Y a-t-il des oblasts qui seront plus concernés que d'autres quant aux investissements? Sur la partie investissement, oui, alors, le terme investissement est large. Si on parle des investissements qui sont liés à l'aide. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si je suis la seule à avoir un dégrésillement, mais si ceux qui ne parlent pas peuvent fermer leur micro, peut-être qu'on va limiter ça. Merci. Alors, je vais reprendre. Est-ce que les personnes qui ont la caméra pourraient faire un signe, dire que c'est bon, parce que les dégrésillements, ce n'est pas bon. Merci à ceux qui ne parlent pas de fermer leur micro, s'il vous plaît. Effectivement, on a un problème, étant donné que tous les micros sont fermés, sauf Joël et tien et celui de Romain. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça grésille beaucoup, on vous entend mal. C'est Romain qui grésille. Élise ou Alexandra, je vous laisse reconnecter pour pas faire perdre de temps. Peut-être, Romain, vous pouvez éteindre caméra, essayez peut-être d'éteindre caméra. J'ai cru comprendre que Romain passait la parole à ses collègues pour répondre. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, je m'appelle Alexandra Herelouk, donc je prends le relais pour la question, est-ce qu'il y a les régions qui sont plus concernées que les autres par les financements ou par les projets de reconstruction? Parce que en fait, il y a deux aspects. Donc, il y a les régions qui sont très touchées par les hostilités russes et les besoins sont très importants. Dans la première slide projetée par Romain, c'était aussi la slide qu'on a préparée, en fait, la carte qu'on a préparée pour le livre blanc. Donc, nous avons mis les besoins liés au projet de la reconstruction par région. Sans surprise, la région de Donetsk revient en premier lieu. C'est pas pour autant que ce soit la région où il y a le plus de projets de reconstruction, parce que c'est la région où se passent les combats très acharnés actuellement. Donc, même si les besoins sont importants, il est difficile d'envisager le maximum de projets dans cette région. Donc, du coup, une fois de plus, Romain l'a déjà dit à 2 reprises, mais c'est le cas de le dire, pour chaque profil d'entreprise, pour chaque typologie de projet, typologie de solution, on est prêt à se mettre ensemble avec chacun pour regarder attentivement, dire quelle est la région, quels sont les interlocuteurs les plus adaptés, et tout simplement, est-ce qu'il y a une place pour avancer maintenant, tout de suite, ou il faut attendre un tout petit peu avant de mettre en place la solution? Voilà, ça passe beaucoup par les échanges entre nous. Merci. Et il y avait une autre question, Marie, c'est ça? Oui, très rapidement, la deuxième question, ça concerne recherche d'une mission éventuelle de conseil, d'accompagnement des entreprises dans les domaines de mise aux normes industrielles, machines-outils. Donc, est-ce que ces types de demandes éventuellement pourraient, la présence sur les salons Rebuild France, Rebuild Ukraine pourrait être une réponse partielle à cette entreprise? Personnellement, pardon. Vas-y, Alexandra. Personnellement, je ne pense pas, mais je me trompe peut-être. Oui, c'est un salon B2B, donc c'est pas une... après, il y aura potentiellement vos employeurs, mais c'est pas un salon de recrutement. Alors justement, sans transition, Alexandra, tu as la parole, garde-la, sur nous faire découvrir en fait ce salon, à quoi il ressemble, comment il fonctionne. On t'écoute. Merci beaucoup, Joël. Donc, parlons des choses concrètes.
du salon Rebuild Ukraine et du pavillon France que nous organisons pour la 4e fois sur la prochaine édition, le 13 et le 14 novembre 2025, qui se tiendra à Varsovie, en Pologne. Donc, sur la première page, enfin, sur la slide suivante, donc le retour déjà sur la dernière édition, l'année dernière, du salon qui a beaucoup grandi, avec plus de 500 exposants, une vingtaine de pavillons nationaux, 45 pays présents et plus de 6000 visiteurs. Nous, on était avec le pavillon France dès la première édition, donc une douzaine d'entreprises sur la toute première édition, qui était aussi une édition test en février 2023. Sur la dernière édition, nous étions avec une délégation de 45 sociétés françaises et je crois qu'on était la plus grande délégation étrangère sur Rebuild Ukraine. Pour sa part, le salon s'est beaucoup professionnalisé également, mais il garde quand même 3 éléments clés qui sont donc les éléments qui font la réussite de ce projet, à savoir en fait les 3 typologies d'interlocuteurs qu'il est possible de trouver sur 2 jours à Varsovie. Donc d'une part, il s'agit des collectivités territoriales ukrainiennes qui sont, elles, porteuses des projets, donc, mais également le ministère de tutelle en quelque sorte pour les 2 secteurs d'activité qui sont le secteur de l'énergie et le secteur de la construction. Donc du coup, le ministère de l'énergie qui parraine en quelque sorte le salon dès la 2e édition, qui envoie une équipe ministérielle sur place, mais également les représentants des grandes sociétés publiques du secteur de l'énergie, qui fait un attrait supplémentaire de ce salon. Et bien sûr, de l'autre côté, le ministère des Infrastructures et l'Agence de la reconstruction qui sont également présents. Du point de vue de la présence des collectivités territoriales sur plus de 1400 collectivités ukrainiennes, il y a une vingtaine qui sont présentes sur Rebuild Ukraine, mais ce sont les 20 qui sont sélectionnés par les organisateurs du salon, qui ont les projets les plus matures, d'envergure, et qui ont également les équipes en place qui sont à même de mener les projets. Donc, c'est en tout cas l'avancée qu'on a constatée lors de la dernière édition comparée aux éditions précédentes. Donc, le deuxième élément de ce paysage, c'est la présence des institutions financières internationales et d'autres donateurs ou investisseurs qui sont là avec donc, les fonds présents ou potentiels pour financer les projets. Ils sont un peu moins présents en tant qu'exposants, mais ils sont bien là lors des conférences ou des discussions. Et pour cela, il y a un riche programme pour le salon Rebuild Ukraine. Et puis enfin, un troisième élément, c'est la présence des sociétés étrangères qui présentent des solutions pour les projets de la reconstruction en Ukraine. J'ai mentionné 4 éditions, mais il y avait une 5e édition qui était dédiée à la santé, qui s'est tenue en juin de l'année dernière. C'était une toute petite édition. Nous, on était présents avec une douzaine d'entreprises françaises du secteur de la santé. Et pour les exposants, en fait, c'était une édition assez, même très réussie, car 3 de nos exposants sont devenus par la suite lauréats du Fonds d'aide à l'Ukraine. Donc, du coup, c'était un élément constitutif pour elles, je crois, pour bien structurer leur dossier, enrichir les contacts et faire avancer les dossiers. Donc là, je ferme la
parenthèse sur le volet santé, juste en disant que sur l'édition construction et énergie, donc le secteur de la santé n'a pas vocation à être présent, donc vu le profil d'exposants. Pour le pavillon France, donc, nous avons une belle visibilité sur le pavillon. Je vous le montrerai plus tard. Nous sommes en plein centre du plus grand hall du pavillon. Donc ça aussi, si on peut revenir au slide précédente, s'il vous plaît. Donc nous tenons à informer les entreprises, mais aussi c'est un endroit pour s'informer sur les opportunités du marché, rencontrer les interlocuteurs ukrainiens, rencontrer les confrères. Nous, on travaille aussi dans la préparation de nos exposants en organisant notamment un webinaire de préparation qui très concrètement se tiendra le 25 septembre de cette année. Donc c'est un moment de networking également, aussi bien pour le salon, mais plus spécifiquement pour le pavillon France. Et nous avons des formules de networking qui fonctionnent très bien. Donc, les moments de networking organisés, nous organisons un cocktail de networking avec la délégation ukrainienne qui se passe à l'ambassade de France en Pologne. Donc, et puis, nous organisons un petit déjeuner français sur le pavillon France dans la matinée du deuxième jour du salon sur une thématique qui intéresse les collectivités ukrainiennes et sur lequel en fait, les sociétés françaises ont leur mot à dire. Sur la dernière édition, nous avons présenté les programmes de financement de l'AFD pour les collectivités ukrainiennes. Donc, ça a suscité beaucoup de l'intérêt. Et ça a permis aussi d'entamer des échanges avec les sociétés présentes sur le pavillon France. Donc, bien évidemment, nous sommes en contact et nous sensibilisons beaucoup les collectivités territoriales. Celles qui sont exposantes sur le salon, il y en a une vingtaine, mais il y a aussi une centaine de collectivités qui viennent en tant que visiteurs du salon et que nous invitons à faire un tour guidé en quelque sorte du pavillon France et ça permet de rencontrer les sociétés françaises d'une part et ça permet aussi aux sociétés françaises de pitcher devant donc, les partenaires potentiels. Et donc, grâce à tout ça, nous avons quand même une notoriété du pavillon France. Et là, je propose de passer à la slide suivante. Donc, pour vous montrer un bel emplacement du pavillon français, c'est à gauche, vous voyez les trois petits carrés roses. Ça, ce sera le pavillon France. Et sur les trois carrés roses qui sont des blocs d'exposition, donc il y aura un stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 15 mètres carrés, donc sur lesquels donc, on espère voir nombreuses entreprises régionales. Passons à la slide suivante maintenant. Là, c'est très rapidement les formules en fait, qu'on n'a plus sur l'étagère parce qu'on a vendu toutes les stations de travail et tous les stands individuels. Mais j'ai gardé ce slide quand même pour vous montrer un peu les visuels. Et en passant à la slide suivante, donc au-delà, nous avons des options donc, qui sont ouvertes comme le programme de rendez-vous individuels supplémentaires, mais grâce à votre région, vous avez une offre particulière dont on parlera après. Et en passant à la slide suivante encore, donc la visualisation de la dernière édition du pavillon France.
Donc, et puis encore quelques images sur de la dernière édition toujours, avec donc les moments forts qui étaient justement là où vous voyez le plus du monde, c'était le petit déjeuner français sur le pavillon, mais aussi on avait deux vice-ministres pour l'inauguration du pavillon français et puis d'autres moments d'échange avec les autorités. L'inscription, je vous ai mis le lien vers le site du projet où vous verrez les informations sur le pavillon français. Mais l'inscription pour vous est à effectuer auprès de la région. Et enfin, toujours dans le même support, le lien vers le livre blanc déjà mentionné aujourd'hui sur la reconstruction de l'Ukraine, où vous verrez les informations clés sur le contexte de la reconstruction, les principaux besoins, un aperçu rapide des secteurs clés de la reconstruction, un point rédigé par nos collègues de DG Trésor sur les outils de financement qui sont déjà présentés. Merci beaucoup, Élise. Aujourd'hui, et aussi les témoignages des entreprises qui sont déjà impliquées dans les projets de la reconstruction en Ukraine aujourd'hui. C'était rapide, donc si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci beaucoup, Alexandra. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on écoute Franck parce que c'est complémentaire et c'est le même sujet. C'est la présentation de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour vous sur ce salon et qu'on prenne les questions après, puisqu'on est déjà un petit peu en retard. Donc, Franck, on t'écoute. Bonjour à toutes et tous. Donc, en effet, en complément de ce qui vient de vous être exposé, une offre de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui propose à 10 entreprises de participer sur un stand commun au salon Rebuild Ukraine. Donc, à l'occasion de ce salon, nous, on propose donc de prendre un stand collectif pour 10 entreprises qui permettra également d'avoir un espace de rencontre, de dialogue et puis de pouvoir accéder au salon en général. On vous propose donc de prendre en charge pour 10 personnes l'accès au salon pour le 14 et le 15 novembre prochain. Et nous prenons également en charge 2 nuits d'hôtel à Varsovie, surtout la nuit du 13 au 14 et du 14 au 15. Si des entreprises souhaitent rester au-delà du 15 après-midi, c'est à leur charge. Et toutes les dépenses personnelles, transport et restauration demeurent aussi à la charge des participants. Pour des raisons d'organisation et des raisons pratiques, on aurait besoin d'avoir vos retours pour le 22 finalement septembre, non pas 24, pour le 22 septembre, de manière à ce que nous puissions élaborer une sélection avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes et la région pour qu'ensuite tous les éléments puissent être communiqués à Business France pour participer à d'autres rencontres par la suite. Donc, demeure à la charge des entreprises le billet d'avion pour Varsovie et une nuit si vous souhaitez rester au-delà du vendredi après-midi et les questions bien sûr de restauration et de transport au sein de Varsovie. Voilà. Et nous communiquerons assez rapidement, 2 jours plus tard, la liste des 10 entreprises retenues. Avec le principe du premier arrivé, premier servi. Donc, 10 Voilà, places, c'est pas beaucoup, hein. Donc, effectivement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre la démarche proposée, à savoir télécharger le site, le formulaire sur le site de l'agence, nous l'envoyer et on transmet à la région, on vous répond rapidement. Peut-être qu'on peut écouter également Sixtine Leface de Prodéval qui va nous raconter comment Prodéval a vécu le salon, puis on prend vos questions au global sur la proposition régionale, celle de Business France sur le salon Rebuild Ukraine. Alors Sixtine, c'est à vous. Bonjour à tous. Et
Simplement, voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion de vous parler un petit peu plus de notre retour d'expérience en tant qu'entreprise. Nous, simplement, ça fait un moment qu'on regardait le marché ukrainien. Alors, pour être tout à fait honnête, plutôt de loin et avec une approche très opportuniste. Et puis, depuis les 2 dernières années, on voit apparaître le marché dans notre secteur d'activité qui a bougé. Voilà, donc Prodeval, nous, on est basé dans la Drôme à Châteauneuf-sur-Isère, donc au milieu de la région Aura, et on travaille dans le gaz renouvelable. Donc on épure du biogaz qui est produit par méthanisation pour produire du biométhane, donc du gaz renouvelable. Et il se trouve qu'avec les enjeux énergétiques très très forts en Ukraine depuis l'invasion de la Russie et la destruction d'un certain nombre d'infrastructures énergétiques, l'Ukraine a mis en place des politiques publiques qui force pour soutenir en fait le développement des énergies renouvelables. Voilà. Donc pour nous, c'est une opportunité de pouvoir apporter et de participer, amener un peu notre pierre à l'édifice pour la reconstruction de l'Ukraine dans ce sens et donc aux normes européennes et avec dans le sens des énergies renouvelables. Voilà. Donc Vous avez fait le salon 2 fois, c'est ça? Alors, pour nous, le salon, en fait, la manière dont on a participé, c'est d'abord, on a commencé par un accompagnement de la team France Export, et en particulier Business France avec un programme d'immersion en Ukraine en septembre 2024, voilà, où j'ai eu l'honneur de participer et donc d'aller à Kiev et donc voilà, le business développement, mais voilà, dans ce contexte si particulier qu'il est actuellement. Et dans la foulée de ce programme d'immersion, donc nous avions participé à notre première édition du salon Rebuild Ukraine, donc il y a en novembre 2024. Voilà. Donc j'étais aussi sur le salon. On avait un stand individuel donc au sein du pavillon France. Et donc nous, de notre côté, ce qu'on a énormément apprécié, c'était à la fois en amont de la préparation, et donc ça, je vous conseille vivement en fonction de vos secteurs d'activité, mais d'avoir eu l'accompagnement un petit peu particulier et spécifique, individuel, on va dire, de Business France pour nous aider à débloquer des rendez-vous avec des entreprises ukrainiennes en amont du salon. Voilà, donc ça, c'était une très grosse valeur ajoutée. Ça s'est fait dans le cadre du programme Immersion Ukraine, bien sûr, mais voilà, d'avoir cet accompagnement particulier. Et puis, bien sûr, pendant le salon, d'avoir eu accès à tout le networking, à la fois des entreprises françaises locales ou dans notre secteur. On peut aller aussi puiser dans ce vivier qui existe via la CCI franco-ukrainienne, via les entreprises franco-ukrainiennes qui sont très présentes voilà, en Ukraine. Donc ça, c'était très appréciable pour nous. Et puis sur le salon, ce networking, on a apprécié avec le fait qu'il y ait des acteurs, pas mal d'acteurs publics qui ne sont pas notre cible prioritaire commercialement pour nous, mais c'est du long terme et pour nous, ça nous permet aussi de rencontrer voilà, d'un certain nombre de potentiels partenaires ukrainiens du secteur privé qui se sont déplacés sur le salon. Donc, on a été très agréablement surpris d'avoir dans notre secteur énergie renouvelable, d'avoir un certain nombre de rencontres sur le salon d'Ukrainiens qui pouvaient se déplacer. Voilà. Donc, là-dessus, ça a été un peu notre petite appréhension. On s'est dit, est-ce que les Ukrainiens peuvent-ils voyager? On avait un peu peur de ça avec les restrictions de mobilisation militaire, etc. Voilà. Et en fait, finalement, parmi nos potentiels partenaires, on a pu avoir des échanges intéressants. Voilà. Donc, au plaisir de retrouver ceux qui seront sur le salon justement pour cette édition de Rebuild Ukraine au mois de novembre. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Sixtine. Donc, peut-être que désormais, nous pouvons prendre les questions qui touchent le salon au global, avec les 3 présentations que vous avez eues, un témoignage d'entreprise, Business France, et également la proposition régionale qui est, c'est la première fois que la région fait cette proposition sur Rebuild Ukraine, mais comme vous l'avez vu, avec peu d'élus. Alors, y a-t-il des questions? Pour l'instant, on a une question à laquelle Alexandra a déjà répondu partiellement, mais peut-être on va un tout petit peu approfondir. La question est, est-ce que les salons est dédié uniquement aux entreprises européennes? Donc, voilà, mais j'ai quand même l'impression qu'il est
partiellement financé aussi par l'Union européenne et il y a une grande majorité des entreprises européennes. Est-ce que vous pouvez le confirmer ou ce n'est pas le cas? Il n'est pas financé par les Européens. Il y a une majorité d'entreprises qui exposent, qui sont les entreprises européennes, parce que l'UE soutient beaucoup l'Ukraine, ne serait-ce que pour ça. Mais aussi, il y a aussi quand même les volets qui sont mis en place avec les soutiens de l'UE. Sur la dernière édition, il y avait une aide européenne financée par l'UE aux sociétés ukrainiennes qui se déplaçaient ou qui exposaient sur le salon. Et il y a aussi une plateforme matchmaking qui était mise pour une première fois sur le salon Rebuild Ukraine l'année dernière, qui est un outil qui, enfin, s'il est utilisé intelligemment, qui peut être efficace. Et donc, ce dispositif a reconduit sur la prochaine édition. Donc, ça ne fait que des réponses partielles. Mais... D'accord. Est-ce que les entreprises françaises peuvent se heurter à la concurrence américaine? Comment vous voyez la présence américaine actuellement en Ukraine par rapport à business, je veux dire? Et est-ce qu'effectivement ces lancements du fonds ukraino-américain peut changer la donne ou bien ce sont juste des faits d'annonce? Non, mais là, je pense qu'on part un peu trop loin. Est-ce que les entreprises françaises vont trouver des concurrents? Oui, des concurrents polonais, italiens, allemands, britanniques, américains, mais pas beaucoup sur ce salon et moins en règle générale. Donc, ce que Sixtine a bien évoqué, hein, et on est là pour ça, oui, il y a de la concurrence, c'est plutôt ça, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a des opportunités, mais il y a aussi beaucoup de barrières à l'entrée. Donc j'ai essayé d'en expliciter une, et bien, il faut venir en Ukraine, parce qu'à un moment donné, enfin, ça dépend, hein, il peut y avoir des exceptions, mais si vous ne venez pas, vous ne vendrez pas. Et il faut trouver le ou les bons partenaires ukrainiens. Ça, c'est extrêmement important parce que justement, ça permet de minimiser le déploiement de personnel, les déplacements qu'il y a à faire. D'où l'importance et la valorisation, l'intérêt de ce salon, c'est que vous n'allez pas aller... vous êtes en Ukraine sans vous déplacer jusqu'en Ukraine. Voilà, c'est ça l'intérêt de ce salon. Et il y a aussi, merci, une question concernant l'obligation de local content. Est-ce que cette obligation existe par rapport au projet équipement industriel? Sur certains outils, oui, mais les outils qui sont plutôt outils de financement qui sont à la main des Ukrainiens, qui sont en train de développer des projets de Made in Ukraine, mais c'est plutôt l'inverse sur, par exemple, sur le fonds Ukraine qui a été évoqué par Élise. Là, il y avait local content, mais au sens français. Et il y a des instruments d'autres États qui mettent du local content. Et ça commence à apparaître sur certains projets de l'Union européenne également. Voilà, et les agences de développement, donc nous avons l'AFD qui historiquement est délié, mais à l'avenir pourrait devenir de plus en plus lié, et certaines agences de développement sont liées, d'autres non. Ça, il faut vraiment aller au cas par cas, aller regarder. Mais il n'y a pas majoritairement, il n'y a pas de local content pour beaucoup, parce que ce ne sont pas les Ukrainiens eux-mêmes qui les financent, donc ils ne peuvent pas trop mettre en avant ces contraintes. Si je peux juste ajouter un petit aspect à cela, lors des procédures d'achat public, il peut y avoir une demande sur la part locale des produits qui sont proposés dans les cadres d'appel d'offres publics. Mais cette exigence concerne les pays en provenance les produits en provenance des pays qui n'ont pas d'accord de libre-échange signé avec l'Ukraine, et ce n'est pas le cas pour l'Union européenne. Donc, a priori, pour les produits français, cette exigence ne s'applique pas. Très bien. Alors, nous avons un peu dépassé le timing qu'on s'était donné, j'en suis désolée. Est-ce qu'il reste une question majeure que nous pouvons partager? Sinon, vous allez recevoir le replay, les slides, nos coordonnées.
les coordonnées donc de toute l'équipe là autour de vous. Et puis, donc, je vous rappelle, dans les slides, vous trouverez le lien pour faire votre candidature donc, à la région pour bénéficier de l'offre régionale. Donc, ça au plus vite. Le 22, on les étudie avec la région. Le 24, on décide parce que le 25, idéalement, pour celles d'entre vous qui seront retenues, il serait intéressant que vous participiez au webinaire organisé par Business France. Voilà, donc en gros, le timing qui vous est proposé, c'est un peu court, il n'y aura peut-être pas la place pour tout le monde, mais on vous revient pour voir si on peut faire, pour ceux qui ne seraient pas retenus par la région pour exposer, on va voir avec Business France comment on peut s'organiser peut-être pour vous proposer quelque chose de plus light, mais quand même, Alors, voilà, on va voir. On en discute la semaine Je prochaine. réinsiste, mais on n'a déjà plus de stand, on n'a plus de station de Non, je travail, parle pas donc de on a stand. déjà à Non, gérer. je parle pas de stand. Il faut, et sur les passes visiteurs, heureusement que vous avez la région, parce que c'est la région Rhône-Alpes, les entreprises de la région de Rhône-Alpes ont le plus de chances encore pour pouvoir s'inscrire, parce qu'on est vraiment, voilà, le salon marche bien, et puis on a cru, donc j'insiste, n'attendez pas. Très bien. Donc, on se rappelle en tout cas et on vous revient avec tous les éléments. Mais en attendant, n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour exposer dans un premier temps avec l'offre régionale, c'est maintenant. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et merci à vous pour le temps que vous avez consacré à ce webinaire. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.